Je vous ai préparé des petites diapositives pour vous présenter un petit peu mon métier, les spécificités en tout cas de cet accompagnement-là, à la fois en institution et également en libéral. Bien que du coup, effectivement, donc comme je l'ai dit à la présentation au tout début, je travaille au sein d'une unité d'enseignement maternel autisme. Donc ça fait partie effectivement, c'est rattaché à un CESAD. Voilà, néanmoins, c'est pas véritablement une institution au sens propre. On est vraiment dans un dispositif, d'école inclusive et cetera. Donc voilà, c'est très, très intéressant, et c'est vraiment dans la dynamique actuelle d'inclusion des enfants. J'ai une spécialisation, plutôt, auprès des jeunes enfants, donc je vais plutôt, axer, mon intervention là-dessus. Voilà. Néanmoins, je pourrais répondre à d'autres questions et je fais entièrement confiance à mes collègues Séverine et Audrey pour pouvoir répondre également à ces questions. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'éducation spécialisée? Alors on retrouve dans des définitions, très courantes et assez simples, heu, mais qui reflètent quand même le caractère très général finalement de l'intervention d'éducation spécialisée. C'est leur rôle, c'est de venir en aide aux enfants, aux adolescents et également aux adultes, hein, en difficulté sociale, familiale, scolaire et cetera. Des personnes qui peuvent être en difficulté dans des situations de la vie courante. Notre rôle, c'est d'écouter, de conseiller, de soutenir, les personnes, de pouvoir participer, à leur éducation, lorsqu'il y a des difficultés, pour quelque raison que ce soit, dans un but de favoriser la réussite, individuelle et sociale des personnes, toujours dans une idée, voilà, d'inclusion, de bien-être et cetera des personnes que nous allons accompagner. Donc bien entendu, on peut aussi intervenir auprès des adultes. Donc les objectifs pourront être autres, hein, mais voilà. Ça effectivement, comme l'a dit Audrey, tout à l'heure, lors des évaluations, on verra qu'est-ce qu'on peut, ce à quoi on va être amené à travailler, avec les individus, quel que soit leur âge finalement, et selon le lieu où ils évoluent et cetera. Puisque encore une fois, on accompagne, selon les capacités individuelles et les compétences, qui peuvent émerger, tout au long de la vie. Donc voilà, les axes de travail peuvent être vraiment, vraiment divers et variés. C'est vraiment en fonction des besoins et aussi, des demandes, soit des familles, soit des personnes. Savoir un peu, où chacun en est, de ce que la personne souhaite, travailler, privilégier. Puisqu'effectivement, on va pouvoir travailler un certain nombre d'axes de travail, généralement pas tout en même temps, parce que c'est vraiment, sinon très, très difficile effectivement d'obtenir, un certain nombre de bénéfices et de réussites, quand tout est travaillé en même temps. On le verra effectivement lors des séances individuelles, de prise en charge. On travaille un certain nombre d'axes, mais voilà, il faut quand même parfois laisser le temps aux apprentissages de pouvoir se consolider. Donc on va pouvoir travailler sur des axes d'autonomie, de communication, d'habileté sociale, de compétences scolaires, de soutien à la parentalité et cetera. Vraiment, c'est des prises en charge, à composer. En tout cas, c'est la façon dont je conçois mon travail, où qu'il soit. Voilà, c'est vraiment en fonction du rythme aussi du rythme de chacun. Ces axes de travail, c'est, le travail à la fois avec l'éducatrice spécialisée, la famille, les bénéficiaires, bien entendu, hem, mais c'est aussi le travail avec l'ensemble des partenaires. On a vraiment un lien, de coordination, de concertation qui est vraiment important à avoir, quel que soit le milieu dans lequel on va travailler. Mais pour avoir un projet d'accompagnement alors on l'appelle bénéficiaire parce que voilà, enfant, adulte, peu importe, hein, mais un projet vraiment cohérent. Travailler chacun de son côté certains objectifs, finalement, ça n'a que peu de pertinence, au service finalement du bénéficiaire.
J'insiste très, très souvent quand même sur cet axe. Alors, qu'est-ce que peut m'apporter une éducatrice spécialisée en plus d'un autre professionnel? Parce que j'ai rencontré X professionnels et finalement, bon, tout le monde travaille déjà, avec moi, je radote 10 fois les mêmes choses. Bon, alors l'accompagnement d'une éducatrice spécialisée, c'est encore une fois un accompagnement spécialisé. Des axes de travail individualisés avec une mise en pratique concrète par des ateliers et un accompagnement qui peut être quotidien. Cette dimension quotidienne, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir retrouver, dans l'accompagnement, des éducateurs spécialisés, qu'on ne va pas forcément retrouver, dans d'autres branches de métiers où souvent il y a une ou 2 interventions, par semaine dans les meilleurs des cas. Alors que l'éducateur spécialisé, on le retrouve quand même dans cette dimension vraiment quotidienne à différents moments de la journée. C'est un soutien dans l'apprentissage et la réussite des objectifs, inscrits dans le projet d'accompagnement, donc qui peut être rédigé effectivement en équipe, pluridisciplinaire. C'est un soutien familial et de lien avec les partenaires, une articulation entre eux pour un projet, articulé encore une fois, autour, de l'enfant ou de la personne. Et j'insiste encore une fois, même si je sais que je l'ai déjà dit, c'est vraiment cette fonction de coordination. L'éducateur soutient la parole de la famille et travaille avec elle. On est garant de la mise en place, du projet d'un point de vue aussi institutionnel lorsqu'on travaille en institution. Alors, donc ça, c'était pour l'accompagnement. Alors après, il y a effectivement plusieurs méthodes, d'accompagnement. Heu, donc, je vais vous expliquer quelques-unes d'entre elles, dont vous avez certainement déjà entendu parler, puisqu'on a quand même beaucoup parlé de l'autisme ces dernières années. Il y a eu pas mal de reportages et cetera qui ont pu illustrer, certaines méthodes, certaines approches. Donc voilà. On a donc des méthodes comportementales, comme la méthode ABA. Donc elle fait partie des programmes d'intervention précoce, pour les enfants avec autisme. Elle prévoit la modification finalement d'un comportement via, notamment le renforcement, l'utilisation de certaines procédures très pointues, à côté et cetera, et qui sont très rigoureuses. J'ai moi-même été formée, hein, à cette approche, à la méthode ABA fonctionnelle, voilà, il y a quelques années. C'est quelque chose effectivement que je peux mettre en place. Voilà, c'est vraiment toujours, beaucoup d'observations, de réinterrogations sur ce qui est fait, vraiment sur l'idée d'apprendre un comportement, sans trouble, le plus réussi possible finalement et toujours en visant de l'autonomie. Il y a aussi un modèle, donc le modèle de Denver dont on entend parler depuis quelques années, qui est encore, finalement assez peu pratiqué en France, notamment parce que le nombre de professionnels, formés reste, encore assez faible. Ce modèle s'adresse à des enfants âgés de 1 à 5 ans, donc on est vraiment plutôt sur des tout jeunes enfants. C'est encore une fois un modèle du coup d'intervention précoce, consacré aux jeunes enfants, autistes. On se base, sur ce modèle-là, beaucoup, beaucoup sur le jeu. On Il se travaille également beaucoup avec la famille dans l'univers de l'enfant. C'est une méthode, pour laquelle effectivement moi j'ai suivi, une journée de sensibilisation et je me suis renseignée sur ce modèle. Néanmoins, je ne le pratique pas donc voilà, j'ai des apports, plutôt théoriques, sur cette approche-là. Mais ça fait appel au même principe théorique d'apprentissage, que la méthode ABA. Voilà, on est vraiment sur l'idée d'un apprentissage, positif et quand même, l'accent est plus mis sur le plan développemental. Sur le plan développemental, il y a un livre qui est très, très bien écrit, sur le modèle de Denver, qui va effectivement, en première partie, vraiment décortiquer, voilà, ce développement de l'enfant et pourquoi, sur quoi repose finalement, ce modèle. C'est assez intéressant à lire. Je vous le conseille, c'est intéressant, ça permet aussi de re-questionner certaines pratiques, certaines façons de faire. On a également des méthodes plutôt cognitives, donc comme la méthode Teach,
Donc c'est une méthode qui est plus sur le cadre d'éducation structurée. Contrairement à l'approche ABA, le but c'est de j'ai oublié un R. Le but c'est de développer l'autonomie et la structuration. C'est un objectif plutôt organisationnel. Voilà, sur comment je vais aménager, l'espace de travail, quelles sont les routines qu'on va mettre en place, comment on va permettre de structurer le temps, et cetera, pour plus d'autonomie, pour la personne. Voilà, on va plus être sur un apprentissage finalement organisationnel, et moins sur les comportements, problèmes, voilà. Heu, Après ça peut coïncider, hein, il peut y avoir des comportements problèmes parce que justement, il n'y a pas de structuration et on va pouvoir mettre en place des structurations pour pouvoir, réduire les troubles du comportement. Vous trouvez, du coup, là, sur la partie droite de la slide, un exemple d'un emploi du temps que j'ai pu mettre en place, pour un enfant que j'accompagne, pour lui permettre de savoir effectivement, du coup, où est-ce qu'il en est dans la séance. On aurait pu tout à fait, déplacer, selon le niveau de l'enfant, déplacer une flèche pour lui permettre de voir où il en est dans l'évolution de son emploi du temps. Sur cet enfant-là, on ne le voit pas, là, puisqu'après il repart en voiture avec sa famille, mais il enlève en fait les étiquettes au fur et à mesure que l'activité est finie. Voilà. On voit là effectivement une structuration possible de l'environnement. Sur la sla sur cette image, là, effectivement, on voit que c'est un environnement très, très épuré finalement, avec un fonctionnement, de gauche à droite dans la petite bannette là, il y a les activités à réaliser. L'enfant ou la personne réalise l'activité en face d'elle dans cette bannette-là et lorsque c'est fini, ce sera rangé probablement dans une bannette à droite. Voilà, sur les types de tâches également, on peut retrouver des choses, et là, effectivement, on voit les différentes étapes, c'est très, très visuel. On peut également retrouver parfois sur des séquences de travail autonome, soit l'enchaînement des activités, dans un sens de lecture, par exemple, ou bien lorsque la personne connaît par exemple l'ordre, des nombres ou bien, lorsque la personne est capable de repérer des images, on aurait tout à fait pu avoir une séquence, visuelle avec telle activité et puis c'est fini. Voilà, ça permet vraiment sur la lisibilité de coordonner effectivement, heu, à la fois une structuration et à la fois un repérage pour que la personne soit autonome, heu, dans l'exécution finalement de la tâche attendue. Donc ça, c'est quelque chose, pardon, qu'on va pouvoir, travailler à tout âge, hein, à la fois auprès des enfants, sur du travail scolaire et cetera. Ça peut être aussi on va le retrouver aussi en ESAT, hein, sur une structuration comme ça, je prends à gauche ce que je dois faire, je fais devant moi et à droite, je mets ce que j'ai terminé. On va également retrouver les méthodes cognitivo-comportementales, donc les habiletés sociales, dont la fonction c'est on va apprendre à savoir communiquer avec les autres. Effectivement, comme l'a dit madame Lambert, c'est quelque chose qui est souvent difficile, hein, les interactions sociales effectivement font partie des troubles, présents dans les TSA. Donc en individuel, ou en groupe, pour la généralisation, on va souvent effectivement travailler sur savoir communiquer, converser, résoudre un problème, mieux comprendre les situations sociales qui sont, effectivement, complexes à comprendre. Heu, voilà, parce qu'on n'a pas toujours les bons décrypteurs, les bons décodeurs, les personnes TSA n'ont pas toujours, cette faculté de comprendre spontanément, toutes les subtilités et comment finalement interagir avec ses pairs. Et donc c'est quelque chose effectivement, qu'on peut tout à fait accompagner, pour apprendre effectivement, dans la vie sociale, à avoir un comportement plus social. Donc voilà, l'expression du visage, décoder les émotions, le ton, le volume de la voix, comment on s'adresse à quelqu'un, la distance sociale à tenir aussi, puisque en fait tout ça finalement ce sont des codes, que nous avons appris, mais voilà, qui s'apprennent, qui sont de fait,
pas inné et c'est un ajustement permanent dont nous avons neurotypiques la faculté, mais normalement. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est à apprendre. Qui est à apprendre. On voit d'ailleurs quand dans une situation, ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui se tienne très, très près de nous, hop, spontanément, on va se reculer parce que c'est une distance sociale qui est beaucoup trop de la sphère de l'intime. Ça a été déjà théorisé par Édouard Thiol, normalement, notamment, mais voilà, il y a tout un tas de codes que nous avons appris, que nous maîtrisons, mais qui sont effectivement à acquérir et à accompagner pour les personnes avec TSA. Donc, l'éducateur spécialisé notamment, hein, mais souvent en binôme avec des psychologues, anime ces ateliers. Alors, sur ces différentes méthodes, on a vu effectivement qu'il y en avait un certain nombre quand même qui étaient préconisées notamment dans une approche, une prise en charge précoce et adaptée. La Haute Autorité de Santé, effectivement, a démontré, une plasticité, cérébrale, une capacité d'adaptation et de rééducation très importante chez les jeunes enfants. En effet, les connexions sont plus faciles à faire. Il y a vraiment plus de plasticité au niveau du cerveau, au niveau neuronal, pour pouvoir, apprendre finalement plus rapidement toutes ces compétences qui vont être à acquérir, parce qu'aujourd'hui, effectivement, elles font défaut dans leur capacité d'adaptation et cetera. Donc les chances finalement de prise en charge seront augmentées, plutôt sur pris en charge, les troubles. Donc voilà, la Haute Autorité de Santé, donc Séverine l'a déjà dit, hein, mais demande de privilégier des interventions globales et adaptées, des prises en charge globales, articulées entre les différents partenaires, donc ça on l'a déjà dit, autour des besoins de la personne. La procédure diagnostique doit être immédiatement articulée à la mise en œuvre d'interventions et nécessite des contacts entre équipes qui effectuent le diagnostic et les équipes d'intervention. Vraiment, vraiment, cette cohérence, elle est primordiale entre les différents acteurs. J'insiste vraiment dessus, mais ça ne sert à rien d'aller dans enfin, on va essayer d'économiser son énergie et son temps en allant dans la même direction et en essayant effectivement, des choses dans le même sens, voilà, pour mieux coter, pour mieux évaluer, pour mieux réajuster. C'est en allant dans la même direction qu'au final, on va pouvoir voir si les choses, fonctionnent. Alors, on a parlé d'accompagnement individualisé, coordonné. Oui, c'est bien, mais comment on va faire ça? Alors, on peut retrouver effectivement, de l'éducation spécialisée en structure, dont vous avez certainement entendu parler, des IME, des hôpitaux de jour, des CMPP, des foyers de vie, des foyers occupationnels, des ESAT et cetera. Voilà, c'est de l'accompagnement spécialisé, notamment, dans le handicap, en tout cas. Souvent, les personnes sont accueillies sur des groupes, et sont accompagnées par une équipe pluridisciplinaire, psychologue, orthophoniste, psychomotricien, médecin et cetera. Bon, voilà, les équipes sont composées de personnes différentes selon les établissements, mais quand même, on retrouve très souvent, un certain nombre de de professionnels quand même. Les psychologues sont souvent présents dans les structures, les orthophonistes aussi, les éducateurs, voilà. Les structures peuvent accueillir en internat donc ou en externat, donc soit que la journée, soit effectivement, avec des nuitées possibles, à temps partiel ou à temps complet. Ça dépend vraiment des politiques, des structures. Donc voilà, parfois aussi avec des week-ends, hein, ça peut arriver, notamment, sur des associations, spécialisées ou bien, chez les adultes, mais pas que. Donc voilà, les personnes sont souvent accueillies quand même, notamment chez les jeunes enfants par groupe d'âge. C'est quelque chose qui est plutôt respecté quand même dans les structures. Et les taux d'encadrement, donc le nombre de personnes présentes pour un enfant, sont variables, hein, dans les structures, voilà.
Il est difficile de donner des chiffres, sur des IME. Nous sommes souvent sur 2 professionnels pour 7-8 enfants, mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend vraiment des projets de la structure et des compositions aussi de groupe et cetera. Voilà, les structures répondent à la loi 2022 rénovant l'action sociale et médico-sociale, donc avec un certain nombre d'éléments, importants et obligatoires, avec un fonctionnement institutionnel des projets, mais ça, du coup, je l'ai déjà dit. Donc voilà, il y a plein de types de structures qui existent, qui répondent à des besoins, donc on va, être orienté dans cette structure à l'issue d'évaluation et cetera. Par un dossier MDPH qu'on va effectivement avoir des notifications. Ensuite, pour obtenir la place dans la structure, qui semble la plus adaptée finalement à la personne, il peut y avoir un certain temps. Puisque les places peuvent être longues à obtenir, selon les établissements, le travail à domicile n'est pas toujours la règle et les familles, qui peuvent souhaiter un accompagnement à domicile, c'est pas toujours proposé dans ce cadre-là. Donc voilà, et puis parfois le temps d'obtenir une place, les familles tentent de trouver d'autres solutions pour être accompagnées et tenter, quand même une progression, pour leur enfant. Dans les institutions, il est parfois difficile de travailler en individuel vraiment, certains objectifs de travail tout au long de la journée avec une personne puisque le taux d'encadrement ne le permet pas toujours, même si effectivement, hein, les professionnels souhaitent toujours faire au mieux et cetera. Mais on comprend bien que lorsqu'il y a 2 professionnels pour 8 personnes, par exemple, on ne peut pas travailler toute la journée avec une seule personne, pour être au plus près, des besoins sauf que certains apprentissages ont besoin d'être travaillés en intensif sur certains temps, parfois, sur les accompagnements des repas le soir au domicile, et ça quand, il y a un accompagnement en structure, c'est pas toujours possible. Et puis du coup, un certain nombre de compétences sont travaillées tout au long de la journée avec les équipes, relayées, à la famille. Mais les familles et c'est tout à fait normal, ont besoin aussi d'être accompagnées dans cet apprentissage. Parce que c'est un apprentissage pour elles parfois d'apprendre à savoir manier cette nouvelle méthode, ce nouvel outil et cetera, pour une meilleure généralisation des compétences de l'enfant ou de l'adulte. Et du coup, effectivement, le travail en structure ne permet pas toujours de pouvoir se rendre disponible à différents horaires ou le samedi sur, la sortie équitation, de Mathilde, parce que sur cette sortie-là, il y a des troubles du comportement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc du coup, effectivement, dans ce cas-là, en complément, parfois en complément ou, parce qu'il y a pas de place en institution ou parce que c'est le choix de la famille, enfin voilà, on peut faire appel à des éducateurs, spécialisés en libéral. Heu, donc voilà, pour répondre encore une fois à des besoins spécifiques, soit temporaires, soit sur du long terme, en complémentarité d'un travail, déjà mis en place. Donc voilà, on fait en général, un point sur ce qui a déjà été mis en place, ce qui pose problème, ce qui fonctionne plutôt bien. Heu, donc voilà, il y a vraiment ce temps d'évaluation, d'observation et d'échange quand même avec la famille et les partenaires qui est vraiment très, très important. Heu, voilà. L'accompagnement peut faire, alors moi souvent j'ai quand même des familles, donc comme je suis plutôt spécialisée dans la prise en charge précoce, j'ai souvent des familles qui n'ont soit pas encore eu de diagnostic et qui sont orientées par l'orthophoniste souvent ou le médecin. Soit des familles qui ont reçu un diagnostic et qui m'appellent en sortant du centre ressources autisme, d'où ils ont reçu le diagnostic en me disant: «Écoutez, madame Gaillard, on m'a dit que j'avais besoin d'une éducatrice spécialisée qui m'aiderait à mettre en place des choses au domicile avec mon enfant. Je ne sais pas comment faire». OK, il y a pas de souci. Souvent ça commence par un appel téléphonique, hein, où on fait le point, quelle est la demande, le secteur d'intervention et cetera. Heu et voilà, en général, voilà, il y a quelque chose qui se met en place en suivant, soit dans l'attente d'une place en structure,
Mais le plus souvent quand même, comme j'interviens auprès des jeunes enfants, ce sont des enfants qui sont, scolarisés, parfois à temps plein, parfois à temps partiel et du coup l'intervention vient, s'ajouter finalement à ça, et les familles en sont quand même satisfaites puisque du coup on travaille à la fois sur différents objectifs au service, des apprentissages scolaires, mais également de tout ce qui va être de l'ordre de la socialisation, des habiletés sociales, de comment on peut gérer à la maison, quels sont les outils qu'on peut mettre en place dans les différents lieux, et cetera, pour, le bien-être de l'enfant, pour, que ça se passe avec le moins de troubles du comportement possible. On est vraiment dans une prise en charge globale, et vraiment je trouve que cet accompagnement-là, il est de qualité, il vient vraiment en soutien, à la fonction parentale qui est vraiment, difficile effectivement et mise à mal dans ces situations. Finalement, les parents ont souvent l'impression, d'être, c'est eux qui le disent, hein, mais de mauvais parents, de pas savoir faire parce qu'effectivement c'est difficile. Mais non, en fait, ce ne sont pas des mauvais parents, ce sont des parents qui ont besoin d'apprendre. Mais quand on apprend à être parent, on n'apprend pas, la spécialisation et toute cette technicité de formation effectivement que les professionnels ont choisi, de se former. C'est quelque chose une compétence du coup qu'on va leur transmettre pour qu'ensuite, effectivement, ils sachent faire. Et aujourd'hui, j'ai des familles, certaines que j'accompagne encore, hein, et d'autres que je n'accompagne plus, pour différentes raisons, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, que l'enfant a réintégré un milieu ordinaire ou d'autres familles qui ont déménagé. Mais j'ai des nouvelles et certaines me disent: «Bon, il s'est passé ça, mais j'ai mis ça en place parce que je me souviens, j'ai observé, il fallait mettre ça, il faut pas donner d'attention» et cetera. En fait, les familles, finalement, quand on leur a transmis un certain nombre d'éléments, finissent par avoir finalement cette compétence aussi d'adaptation et les bons outils et parviennent aussi à mettre en place les choses et puis parfois on me rappelle aussi parce que voilà, il y a des points spécifiques sur lesquels il n'y a pas forcément de réponse ou besoin d'un regard extérieur et effectivement, je vais pouvoir intervenir dans ces cas-là. Donc ça peut vraiment être, temporaire, ponctuel ou bien, effectivement être un accompagnement sur le plus long terme avec une rythmicité et un volume horaire à définir ensemble. Donc l'accompagnement, il peut être individuel, sur un temps de travail sur table, au sein de la fa donc effectivement au sein de la famille, avec la fratrie, hein, aussi, ça c'est très, très important parce qu'on a quand même des familles qui sont souvent, avec une cellule familiale finalement assez mise à mal, voilà pour différentes raisons, hein, pour différentes raisons. Le travail en groupe, va aussi pouvoir être important, l'accompagnement à l'école. Encore la semaine dernière, je suis allée dans une école pour un enfant effectivement que j'accompagne, et où effectivement le comportement, en séance et au domicile a été travaillé. Ça se passe très, très bien désormais et à l'école, il y a d'autres difficultés, et comme on est dans une volonté inclusive, cet enfant on a vraiment pris le temps de OK, mais il n'est pas là comment on dit? Graviter autour des autres ateliers. Ce serait mieux qu'on souhaiterait qu'il s'inscrive dans les ateliers avec les autres enfants et qu'il soit vraiment dans l'inclusion de cette classe, que ça se passe au mieux avec, son AVS effectivement, mais voilà, qu'il soit le plus inclus possible, comme n'importe quel autre élève. Effectivement, en allant dans cette école, j'ai pu avoir ce regard extérieur, apporter des outils, accompagner l'équipe enseignante qui, du coup, était ravie aussi de pouvoir avoir des réponses à des questions, même si l'AVS a eu quelques formations, voilà, ils étaient, très très demandeurs finalement de tous ces conseils et de ce suivi qu'on a déjà mis en place. Donc voilà, j'ai aussi, cette possibilité, finalement et ce rôle de supervision, soit dans des familles, soit dans des structures, soit à l'école. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Voilà, donc moi, de ce que je propose, ça peut effectivement être au domicile dans les différents lieux de vie finalement de la personne ou bien en cabinet, donc dans les Landes, à la Luc. Donc là, on est vraiment sur une petite salle assez épurée, où effectivement j'ai tout mon matériel, éducatif à disposition. On travaille plutôt sur table, donc voilà.
Ça peut être effectivement en présence de la famille ou sans la famille pour différentes raisons, à savoir que parfois aussi, c'est le seul moment de la semaine où la famille souffle donc on travaille un certain nombre d'apprentissages pendant 1 heure et demie avec l'enfant et puis je demande à la famille de revenir un petit peu avant la fin dans ces séances-là, pour pouvoir montrer ce qu'on a fait, les faire travailler aussi, travailler la généralisation et puis après ce sera à elles de reprendre cet apprentissage-là. Voilà et puis après je vais à leur domicile, voir comment ces outils ont été mis en place, travailler avec eux sur cette mise en place, cette généralisation, reprendre un petit peu éventuellement quand la famille ne s'est pas sentie, à l'aise finalement pour mettre les outils en place. Voilà, on est vraiment dans cette idée de travailler ensemble, hein. Voilà, vraiment main dans la main, voilà, il faut vraiment, il y a pas de situation ridicule, il y a pas de mauvaises questions, il y a pas de mauvaise façon de faire. L'intention de faire déjà, c'est déjà énorme. Voilà, quand on a un papa ou une maman qui me dit: «Cette semaine, j'ai rien fait» et ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous ne pouviez pas, vous il y a différentes raisons et ben aujourd'hui, on va faire ensemble. On va faire ensemble pour que demain, vous puissiez faire, même si je ne suis pas là. Donc voilà, c'est aussi ça le rôle, d'une éducatrice ou d'un éducateur à domicile, dans ce soutien, vraiment et puis bon, bah, parfois alors, j'ai des demandes, dans les Landes, dans le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Je suis déjà allée dans le Gers, par exemple, pour une supervision et cetera, c'est possible. J'interviens aussi, de temps en temps en région parisienne, Île-de-France. Donc après voilà, ça reste à définir selon les lieux d'intervention et cetera. Mais quand j'ai des appels, en fait, je me déplace régulièrement en région parisienne, notamment sur des temps de vacances scolaires. Donc du coup, sur des besoins très, très ciblés et ponctuels, qu'on a bien, bien travaillé en amont avec la famille, hem, effectivement, on va pouvoir mettre, des séances très intensives, notamment sur quelques jours en place, en ayant d'abord travaillé, ce qui a motivé l'appel, quels sont les outils, quels sont les problèmes et cetera. Voilà, vraiment tout identifier, faire un gros point sur tout ce qui a déjà été mis en place, ce qui pose problème, ce qui fonctionne, et cetera. Et puis le temps d'intervention, d'observation, d'échange avec la famille, d'intervention, de débriefing, puis un compte rendu et effectivement un point, ultérieur qui est convenu avec la famille dans le package, du coup qui est proposé. Voilà, on définit vraiment les choses ensemble. Et puis voilà, c'est vraiment important, de voir l'évolution, d'évaluer en fait, un petit peu après, comment ce qui a été mis en place fonctionne ou ne fonctionne pas et comment du coup on peut si ça fonctionne pas, comment on peut proposer autre chose et réévaluer, ensemble, voilà, pour essayer de trouver de nouvelles pistes, de nouvelles solutions finalement, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, donc on l'a déjà dit, donc je vais aller assez vite sur ce slide, le jeu des différences, bon, en institution et au libéral, on ne va pas effectivement avoir le même taux d'encadrement, donc le même nombre de professionnels disponibles pour la personne. La liste d'attente est quand même très, très, très longue en institution. Sur le libéral, on peut quand même avoir si listes d'attente il y a, on peut quand même avoir des créneaux qui peuvent se libérer et puis du coup, on peut, aller voir d'autres professionnels. Voilà, il y a un certain nombre de professionnels qui peuvent être disponibles sur le territoire. Heu, voilà, voilà. Hem, sur les établissements, on a une équipe pluridisciplinaire, sur place, alors qu'effectivement sur le libéral, c'est vraiment important de veiller à ce que, le professionnel que vous aurez choisi fasse vraiment le lien et l'articulation entre les différents partenaires pour, une cohérence du projet. Voilà, après effectivement au niveau du libéral, il y a peut-être plus de marge de manœuvre sur l'horaire d'intervention, sur, le jour et cetera. Ça c'est à voir effectivement selon les professionnels, mais moi ça m'est arrivé effectivement de me rendre disponible un samedi ou un dimanche parce qu'il y avait telle activité à ce moment-là, ou bien parce que la famille ne pouvait pas, en semaine parce que ça aurait fait un emploi du temps trop surchargé, pour l'enfant. Il faut aussi veiller, à respecter un certain rythme
Et effectivement, il y a quand même une différence parce que au niveau de l'établissement, lorsqu'on est sur des associations, etc., le coût est pris en charge du coup. C'est financé en fait, sauf que du coup en libéral, malheureusement encore aujourd'hui, Heu, les interventions d'une éducatrice spécialisée ne sont pas, remboursées par la sécurité sociale, par exemple, comme ça peut être le cas pour une orthophoniste. Néanmoins, avec un devis et du coup, des factures, on a, les familles qui peuvent bénéficier d'un complément AEH, donc allocation, éducation enfant handicapé ou ou PCH, prestation de compensation du handicap, pardon, un peu plus élevé pour pouvoir, prendre en charge, en tout cas, tout ou partie, du coût de la prise en charge. Donc voilà, ça c'est effectivement, quelque chose qui est important de souligner. Bon, du coup, la prise en charge, effectivement, c'est le lien avec la famille. Heu toujours en fait quand les enfants, arrivent, donc un petit point avec la famille sur, finalement, l'état de santé, de disponibilité de leur enfant, le lien sur la semaine, comment ça s'est passé, l'évaluation des renforçateurs, et un temps finalement de jeu avec l'enfant pour essayer de trouver, ce qui va finalement le motiver aussi à travailler. On travaille tous pour quelque chose, c'est tous un élément motivateur pour travailler. Alors, nous effectivement, on sait qu'on va travailler, et là je finis le webinaire parce que je sais que j'ai un super repas à 12h30, donc j'ai peut-être pas ce super repas qui sera prêt si effectivement, je fais pas une super intervention. Donc je suis très, très motivée à faire une super intervention. Et bah, pour les enfants, c'est tout à fait la même chose pour pouvoir travailler, et être, motivés quand ils n'ont pas, effectivement comme un enfant neurotypique ou comme un enfant neurotypique, la volonté de faire plaisir à l'adulte ou la satisfaction personnelle d'avoir réussi quelque chose, on va trouver effectivement, quelque chose de motivant pour travailler. Voilà, mais en même temps, on est tous régis par une motivation. Donc voilà, bon, on va pas parler très longtemps des renforçateurs, même si c'est très, très, très important, mais ça pourrait durer 2 heures. Donc voilà, on a tout ce qui est temps de travail alterné avec des temps, de pause, de jeu, de renforcement et cetera. Un débriefing avec la famille et moi j'ai fait ce choix-là du coup de facturer effectivement à la famille un compte rendu, mais que je leur fournis tout le temps, qui est très, très important à mon sens parce que ça permet à la famille de savoir ce qui a de bien mentionner ce qui a été fait, de noter les procédures, les choses, les objectifs et cetera à faire. Ça peut être transmis à l'ensemble des professionnels. Voilà, pour moi, ça fait partie de la qualité du travail, que je propose en tant qu'éducatrice spécialisée. Heu, donc voilà, c'est vraiment très, 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 très important, pour moi de faire ces comptes rendus. Et la famille me dit souvent: «Ah oui, j'avais oublié que vous m'aviez dit ça». Alors j'ai relu le compte rendu et du coup, c'est bon, je l'ai fait. Chouette. Alors du coup, on n'aura pas le temps là, mais on vous mettra sans doute le lien sur Neurosphère ou autre part. Vous avez, si ça vous intéresse, un vidéo reportage qui avait été, Il dure longtemps, je laisse? ouais, il dure 15 minutes, Ah donc c'est oui, trop long. ouais. Mais c'est disponible en ligne sur YouTube et c'est ouvert à tous. Vous avez un vidéo reportage sur le fonctionnement de l'UMA de Saint-Paul-les-Dax, sur, finalement comment fonctionne une UMA et voilà, notre accompagnement. C'est assez intéressant quand même à regarder, même si c'est différent effectivement d'une pratique en libéral, c'est très, très intéressant sur l'école inclusive. On vous mettra le lien, c'est disponible en ligne, tout le temps. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis vous avez aussi le regard et le témoignage de parents sur ce reportage, de parents d'enfants qui ont été accueillis à l'UMA. Et voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Vous avez 3 belles petites photos de mon tout petit cabinet, et d'un espace, libre de jardin, sur lequel on joue, avec les enfants, avec, un petit hamac, là disponible sur lequel ils aiment bien se balancer. Donc voilà.
Pour finir, j'ai souhaité vous mettre quelques ressources où vous allez pouvoir consulter si vous souhaitez des articles ou des personnes à solliciter qui pourront tout à fait, en plus de nous, répondre à vos questions. Donc, les antennes CRA qui dépistent effectivement, qui diagnostiquent, pardon, les personnes, qui sont présentes dans chaque département. Qui sont très, très souvent surchargés, hein, mais qui peuvent, parfois vous orienter vers certains professionnels. Donc voilà, qui peuvent aussi répondre parfois à vos questions. Les professionnels de proximité peuvent aussi parfois répondre à vos questions. Vous avez les professionnels de la PMI, les médecins, les orthophonistes, et cetera, qui peuvent répondre à vos questions. Et vous avez un site et une plateforme qui est vraiment, bien faite à mon sens, qui est Autisme Info Service, dont, Samuel Le Bihan, était, le parrain, le créateur, qui a un répertoire de l'ensemble des professionnels, formés, donc des professionnels qui se sont manifestés, hein, sur cette plateforme, qui sont formés. Vous allez pouvoir les retrouver par département, par besoin. Vous avez aussi des articles, qui sont rédigés sur, qu'est-ce que l'ABA? Qu'est-ce que le teach? Peut-être l'approche Denver aussi, le modèle de Denver. Voilà, vous avez vraiment je trouve que c'est un site, avec une mine d'or. Il y a un numéro de téléphone gratuit, sur lequel vous pouvez appeler et c'est vraiment une grande ressource à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les familles. Donc je tenais à souligner quand même ce site-là. Et voilà, moi j'ai fini pour mon intervention. J'espère que ça a été complet, et que ça a pu répondre peut-être à des interrogations, puisque là, c'est vrai que la pratique, d'une éducatrice spécialisée en libéral, on en entend parler. C'est encore, finalement assez peu développé selon les régions et finalement, c'est une grosse parfois interrogation sur ce qu'on peut proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour répondre à vos questions, pour, heu pour voir ensemble ce qu'on peut, concocter, un peu à la carte en fonction des besoins et des demandes. Voilà, je pense il y a matière à faire, en fonction des situations que vous rencontrez. Et encore une fois, les accompagnements peuvent être temporaires ou sur la durée, c'est pas grave. C'est vraiment en fonction de vos besoins et j'insiste sur ça. En tout cas, moi, c'est ma façon de travailler. Donc voilà, je suis déjà intervenue dans des familles uniquement pour, la mise en place du PEX, en région parisienne avec une famille qui, du coup, aujourd'hui se débrouille merveilleusement bien. Et qui, quand elle m'a contactée, était complètement démunie et ne savait pas quoi faire. Cette famille m'avait appelée, vraiment à l'aide. Voilà, on peut être sur des troubles du comportement et cetera et voilà, ça peut être vraiment, vraiment des interventions ponctuelles. Voilà et puis avec du lien qui sera fait, c'est vraiment, ce qui est important aussi. Donc voilà, je vous laisse mes contacts et je pense que Séverine pourra relayer aussi nos contacts. Moi, j'ai un site internet aussi qui est disponible, sur lequel on retrouve un petit peu les spécificités aussi de mon accompagnement. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.